Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Deux modèles, deux types d'acteurs ont distingué la scène de la décennie rouge par leur excès, par leur intransigeance, leur intolérance. Les djihadistes obtus et les éradicateurs intégristes. Personnellement, je les appelle djihadistes à tort et zéro dicator. Parmi l'arsenal des arguments éradicateurs de ces années de sang, quand ces extrémistes faisaient feu de tout bois, quand ils jouaient le rôle qui leur avait été dévolu, de justifier le coup d'État de janvier 1992, de justifier les exactions contre les populations civiles, quand ils répondaient aux journalistes occidentaux qu'on ne faisait pas la guerre avec des gants blancs, quand ils faisaient des procès d'intention et qui nous assénaient que les islamistes avaient le projet de nous replonger dans les âges obscurs et que les généraux putschistes étaient le meilleur rempart de la civilisation contre la barbarie qui s'apprêtait à déferler sur l'Occident. Parmi ces missions dont ils avaient été investis, ou dans le meilleur des cas dont ils s'étaient eux-mêmes investis, il y avait leur jihad contre les kitukistes, comme ils disent. Les gens qui osaient poser la question, ô combien opportune pourtant, de qui tuer qui. Les graves développements de la tragédie qui venait de s'abattre sur l'Algérie et les informations qui commençaient à circuler sur l'option des putschistes pour une opération dite de terrorisme pédagogique, destinée à retourner les populations contre le fils, en perpétrant sur elles des carnages par des pseudo-groupes islamistes contrôlés par le DRS, allaient commencer à filtrer. Et des confidences aussi, qui se voulaient autant de justifications. Écoutez cet extrait d'un billet que je vais vous lire, d'un billet du célèbre chroniqueur Ma'ammar Farah et néanmoins copropriétaire du journal Le Soir. Je le cite. « Personnellement, j'ai gueulé 1000 fois ici même que je n'étais pas objectif et que je ne crois pas à l'objectivité dans notre métier. Il n'y a qu'à voir les choix et la manière dont sont traités les sujets les plus graves dans notre planète pour réaliser que cette objectivité est une chimère. Donc, il y a ceux qui soutiennent l'intervention de l'armée en tant qu'option pouvant épargner au pays un voyage sans retour. Cette intervention n'était pas une œuvre de broderie. Je me souviens du jour où notre directeur de la publication avait été invité au ministère de l'Information, dirigé alors par feu M. Belkaït. Il assistait à cette réunion où l'on récoltait les avis des patrons de presse sur le prochain et imminent arrêt du processus électoral. Le prochain et imminent arrêt du processus électoral. À son retour, il nous appela en urgence, les actionnaires du Soir d'Algérie, pour nous mettre au parfum. Et je me rappelle qu'il avait dit que les prévisions faisaient état de 60 000 morts. C'est-à-dire qu'au moment où les auteurs de ce redressement républicain s'apprêtaient à agir, ils savaient qu'un grand nombre d'Algériens allaient mourir. Et ils étaient loin du compte. On parle aujourd'hui de 200 000 morts. C'est autant dire que cette époque ne fut pas exempte d'erreurs, de dépassements, d'exécutions sommaires, de tortures, etc. Il se trouve qu'à ce moment, le chef de l'armée s'appelait Khaled Nazar. Doit-il, aujourd'hui, payer pour avoir agi dans le seul intérêt de la République? En nous élevant contre la décision d'un tribunal suisse, nous ne défendons pas l'homme, nous défendons l'idée, l'œuvre et l'institution qui restera toujours respectable malgré les comportements de certains de ses dirigeants. » Fin de citation. Je viens de citer Ma'ammar Farah. Voilà, c'est dit. En fait, Ma'ammar Farah n'a fait qu'enfoncer une porte ouverte. C'est pour cela que son billet, malgré la gravité de son contenu, n'a pas provoqué la moindre petite vaguelette. C'est parce que tous les Algériens, tous,
savent qui est derrière la violence, qui l'a provoquée, qui a infiltré certains groupes islamistes pour les pousser à la violence, qui a créé des JIA sous contrôle du DRS, qui a créé des milices comme l'OSRA et l'OJAL, comme la sinistre unité 192 ou la redoutable machine de mort CCS-3, qui ont été pensées et formées dans le carnage des populations civiles dans le but de les retourner contre les islamistes. Les Algériens, comme les initiés étrangers en la matière, savent cela. Ils savent que le régime a commencé par désigner des cibles soigneusement choisies parmi des personnalités très populaires. Le régime a donc entrepris de façon progressive et très laborieuse de mettre en place un vaste dispositif de carnage de masse et d'assassinat ciblé, en plus de ses propres agents qui commandaient à des groupes terroristes dans le maquis. Il a initié d'autres groupes qu'il a formés et injectés dans les maquis islamistes en leur demandant de s'intégrer aux groupes existants. Pour les besoins de la cause, ces mêmes groupes avaient reçu l'ordre de s'attaquer aux propres forces de sécurité du régime pour montrer patte blanche, en même temps que pour exacerber la haine des troupes contre les islamistes. Les listes noires des intellectuels, des journalistes et des artistes qui furent placardés sur les murs d'Alger ont été élaborées dans les locaux du DRS ou par des émirs inféodés à celui-ci. De nombreux témoins venus de l'intérieur même du DRS et des preuves irréfragables le démontrent sans l'ombre d'un doute. L'un des volets les plus stratégiques du terrorisme pédagogique consistait à faire assassiner tout simplement des personnes connues et estimées, intellectuels, artistes, personnalités de tous horizons, et de les inscrire à l'actif des islamistes armés. Il faut dire aussi que des groupes islamistes non infiltrés, mais qui activaient sous le commandement d'ignares illuminés et sanguinaires, ont été d'une grande utilité pour cette opération de terrorisme pédagogique, puisqu'ils ont eux aussi commis des carnages et des assassinats ciblés sans savoir que les fatwas de mort que leurs moudjahidines serrés contre leur cœur avaient été concoctés dans les locaux du DRS. Un autre volet, non moins important, de l'opération terrorisme pédagogique, comme je l'ai signalé il y a un instant, a consisté à tomber à bras raccourcis sur quiconque posait des questions sur l'origine et l'identification des auteurs de la violence. Un vaste réseau d'éradicateurs, certains rémunérés par le DRS et d'autres plus sincères, qui n'étaient mus que par leur peur de l'islamisme, a entrepris d'occuper la scène médiatique en Algérie et en Occident pour stigmatiser avec une violence inouïe quiconque osait émettre des hypothèses sur la manipulation de la violence. Ceux qui tentaient de comprendre ou d'alerter l'opinion publique étaient taxés d'agents du qui-tu-qui, de qui-tu-quistes, de crypto-terroristes et autres qualificatifs de genre, comme cet oxymore tout à fait significatif de la confusion mentale qu'il cherchait à entretenir, d'islamo-baathiste. Islamo-baathiste. Une véritable armée de mercenaires de la plume fut donc instrumentée, y compris des journalistes et des intellectuels sur l'autre rive de la Méditerranée. Et pour leur donner du blé à moudre, des attentats ciblés furent programmés et perpétrés contre des Européens, en Algérie et en France. Dans le même temps, des islamistes du fils, qui appelaient à une solution pacifique, particulièrement ceux qui résidaient en France, furent neutralisés d'une façon ou d'une autre, comme dans l'affaire Folombré, où une vingtaine de pacifiques militants et leaders du fils, tous particulièrement actifs, presque tous convaincus que la solution ne pouvait être que politique, allaient être expulsés vers le Burkina Faso par l'un des meilleurs alliés du régime algérien, le fameux Charles Pasqua, celui qui avait reçu mission d'agiter les peurs de la société française, en même temps que jeter un voile pudique sur les massacres des masses et les assassinats ciblés commis par les djihadistes de service, quasiment à huis clos en Algérie. Quelques semaines plus tôt, avant l'affaire Folombré, pour assurer la faisabilité de cette opération de bannissement et lui assurer un climat propice en France, le DRS avait fait assassiner par ses JIA
2 religieux français, puis 3 gendarmes français et 2 agents de l'ambassade de France. 2 attentats spectaculaires commis l'un après l'autre et qui ont permis à Charles Pasqua de faire passer son opération bannissement pour une mesure de salut public. Mais le régime algérien ne s'est pas contenté de conditionner l'opinion publique française en désignant des cibles. Il a aussi lancé une opération de neutralisation des islamistes qui appelait à une solution pacifique. Ces appels à la paix allaient contre ces stratégies. Il avait besoin, plutôt, pour soigner son image de sauveur de la République et de rempart de l'Occident contre les hordes islamistes, de djihadistes bornés, sanguinaires, ostentatoires et vociférants. Alors, ceux des plus sages qui ne pouvaient faire neutraliser par ses amis français, il tentait de les faire assassiner. C'est ce qui se passa le 11 juillet 1995, il y a 20 ans de cela, jour pour jour. Cheikh Abdelbaqi Sahraoui, Rabbi Rahmou, membre fondateur du FIS, imam de la mosquée Khalid ibn al-Walid de la rue Mira, dans le 18e arrondissement de Paris, fut assassiné en plein jour à bout portant après la prière de l'Asr. Un fidèle qui avait assisté à l'assassinat, Ahmed Omar, Rabbi Rahmou, a réussi à ceinturer le criminel. Un autre complice surgit derrière lui et l'abattit d'une balle en pleine tête. Dehors, un troisième comparse protégeait le repli. C'est une opération commando, effectuée par des professionnels, en plein Paris, à une heure de grande affluence. Mais les criminels ne furent pas inquiétés. Ils ne furent jamais identifiés ni retrouvés. Aujourd'hui, des militants du FIS ont organisé une manifestation pour honorer la mémoire de Abdelbaqi Sahraoui et Ahmed Omar, Rabbi Yarhamhum. Mais les militants du FIS à Paris veulent aussi des réponses. Comprendre pourquoi cette affaire, pourtant cousue de fil blanc, a été tout bonnement classée. Aujourd'hui, avec nous, par ordre alphabétique, nous allons recevoir Abdelwahab Boukhazouha, ex-élu du FIS exilé en France, Brahim Younsi, président UDM, Messoud Ouziala, docteur en médecine, spécialiste en néphrologie et en transplantation d'organes, ex-mère-fils de Ain Taïa. Aujourd'hui, mercredi 12 juillet 1995, l'humanité. L'un des fondateurs du FIS, assassiné à Paris. 13 juillet 1995, Libération. La goutte d'or perd son vieux. Chez lui, Cheikh Sahraoui était vu comme un sage cultivé et attentif. Par Nidam Abdi. 20 juillet 1995, grand reporter. Le meurtre de Cheikh Sahraoui, quand Alger règle ses comptes à Barbès, par Jean-Paul Marie. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Merci. Alors, oui, je vous en prie. Une émission à cet assassinat, au souvenir de Cheikh Abdelbaqi. Merci. Brahim Younsi, il y a 20 ans, même jour, en plein Paris, devant un endroit ultra névralgique, une mosquée en l'occurrence, en plein Paris, à une heure de grande influence, des professionnels commettent un attentat et tue 2 personnes, dont l'imam de la mosquée et leader fondateur, un membre fondateur du FIS. Or, ils ne sont pas pris, alors qu'ils ont agi en toute tranquillité, ils ne sont pas identifiés, on ne sait rien et l'affaire a été classée sans suite ou quelque chose dans le genre. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a été classée sans suite. Ah ben voilà, vous confirmez. Mais comment expliquez-vous qu'un tel attentat puisse se produire en plein Paris, qui passe comme ça, comme une lettre à la poste? Cette question, je me la pose depuis 20 ans. Car en effet, la rue Mira et la mosquée Mira, comme vous l'aviez dit très justement, étaient un endroit très sensible.
Très sensible, pourquoi? Parce que d'abord, c'était l'imam Sahraoui qui officiait, un membre fondateur du FIS, vice-président du FIS, qui s'exprimait au nom du FIS, qui officiait à la mosquée Mira. Donc cette mosquée était sous surveillance, si j'ose dire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On savait qui entrait à la mosquée et qui sortait de la mosquée. Bon. Donc cette question de savoir pourquoi la police française n'a pas pu arrêter ou n'a pas identifié les assassins, je me la pose toujours. Voilà encore une fois. D'autre part, cette opération, cet attentat n'aurait pas pu se commettre, à mon avis. Et cette question aussi, je me la pose depuis 20 ans. Sans complicité interne. Oui. Je suis de plus en plus persuadé, 20 ans après, qu'il y a eu des complicités internes. Pourquoi? Parce que le cheikh Al-Baqi Sahraoui n'était jamais seul. Ne recevait quasiment jamais seul, sauf des personnes qui étaient très connues de nous et des personnes dont on avait une totale confiance. Sinon, il ne s'isolait jamais seul. Quand vous parlez de complicité interne, Brahim Younsi, qu'est-ce que vous entendez au juste? Ça veut dire des gens, des proches du cheikh? Je peux effectivement dire que des proches du cheikh ont failli. Oui. S'ils ne sont pas directement impliqués dans cet assassinat, ils ont failli. Ils n'ont pas protégé le cheikh. Ils ne l'ont pas le protégé et leur devoir était de le protéger. D'autant que ce jour-là, nous devions nous retrouver. Moi, j'ai été retenu personnellement par d'autres occupations. Comme le téléphone mobile n'existait pas à ce moment-là, donc je n'ai pas pu y avertir. Et lorsque je suis rentré chez moi, il était les environs de 20 heures, on m'appelle pour m'informer que le cheikh avait été assassiné. D'ailleurs, j'étais à Bazourni. Et j'ai immédiatement pensé effectivement à sa sécurité. Dire, bon, il y a des gens qui ont failli, il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail, parce qu'ils l'ont laissé tout seul recevoir des inconnus. Et cela ne s'était jamais passé auparavant. Et c'est clair, comme vous l'avez dit, que cet assassinat a été l'œuvre de professionnels, d'après les récits qui m'avaient été faits le soir même. C'était de vrais professionnels qui avaient exécuté cet acte criminel. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi, nous allons revenir vers vous dans un petit instant. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Messoud Ouziala. Merci d'être avec nous, docteur Ouziala. Maintenant, Messoud Ouziala. Merci. Alors, Messoud Ouziala. Alors, vous avez été maire de Entaya, maire-fils, maire élu. Vous avez été un cadre du FIS. Vous vous trouvez présentement en France où vous exercez le métier de néphrologue. Quel est votre regard sur ces douloureux événements 20 ans plus tard? C'est un regard de désolation. C'est un regard meurtri, c'est un regard de profond regret de tout ce qui n'a pas pu être fait et d'où on est arrivé. C'est une catastrophe pour tout le monde, pour nous les Algériens, pour tous ceux qui croyaient en quelque chose dans ce pays, pour toute notre génération qui a été la génération de l'indépendance. On pensait vraiment faire progresser les choses, mais malheureusement, des gens qui ne croient absolument pas du tout en l'avenir, mais qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts et les intérêts familiaux très proches, ont fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les janvieristes putschistes ont été contre la volonté du peuple et tout ceci est devenu une catastrophe nationale, une tragédie
une réelle tragédie qu'on est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Comme on l'entend partout et comme on peut le voir partout et le constater partout, les retards accumulés sont pratiquement dans tous les domaines, qu'ils soient culturels, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient industriels. Et ça, c'est une catastrophe au regard d'un pays qui aurait pu être vraiment parmi les briques, parmi les pays qui sont maintenant vraiment plus qu'émergents. C'est vraiment une catastrophe. Voilà. Le Brahim Younsi vient de nous dire tous ses soupçons, ses doutes, presque sa conviction qu'il y a anguille sous roche. Il nous dit que la mosquée en question est ultra surveillée, 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est un endroit hautement sécurisé. Or, comme par hasard, ce jour-là, des tueurs arrivent, ils sont 3. L'un fait le guet à la sortie, il est probablement armé lui aussi. Les 2 autres s'engouffrent à l'intérieur de la mosquée, armés eux aussi. Ils tuent le shirk, puis ils tuent d'une balle en pleine tête celui qui a tenté de ceinturer le tueur. Ils s'en vont calmement, ils sortent de la mosquée, ils arrêtent une dame qui conduisait une voiture, ils l'éjectent de sa voiture, ils prennent la voiture et ils disparaissent calmement, sans être inquiétés. Ça ne vous semble pas louche tout ça? Ça ne vous semble pas trouble? Mais bien sûr que si. Surtout dans ce temps-là. Nous, à cette époque-là, on était dans les camps de concentration du Sud. Donc, on n'avait que de l'information qui nous arrivait au goutte à goutte. On était au courant, mais on était absolument certains des différentes complicités que peut avoir ce régime un peu partout pour pouvoir agir. Quant à ce qu'ils peuvent faire, ce n'est pas du tout une surprise parce qu'ils ont fait des choses vraiment complètement ahurissantes partout dans le pays et partout dans l'Europe. Et si vous vous souvenez très bien de ce qu'ils ont pu faire pour Alim Sidi, vous pouvez aussi savoir ce qu'ils ont fait pour Abdelkader Hachani, rahimahullah. Vous pouvez savoir aussi pour tous les dirigeants politiques, ces gens-là, ils peuvent faire absolument n'importe quoi, n'importe où. Mais bien sûr, ceci n'est permis que s'il y a, et n'est facilité plutôt que s'il y a des complicités à tous les niveaux. Il est absolument incroyable à la période où on était que des gens armés puissent arriver, entrer dans une mosquée, tirer des coups de feu et abattre quelqu'un à l'extérieur et partir, et puis sans jamais être retrouvés, sans jamais être identifiés. Il est clair, Brahim a parfaitement raison de penser à des complicités. Je ne sais pas de quelles autres elles ont pu être, ni par qui, mais il y a eu de la facilitation de part des gens, ça c'est certain. Pourtant, M. Oud Ouziala, des journalistes, des intellectuels de tous bords, y compris à l'étranger, comme Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, Glucksmann, Caroline Fourest, tire à boulet rouge. Non seulement il tire à boulet rouge, non seulement il stigmatise, mais il harcèle quiconque ose poser la question, très légitime à mon avis, de qui tue qui. Au point où il traite les gens qui posent ce genre de questions de qui tu quistes. Vous pensez que poser la question de savoir qui est derrière ces crimes est en soi malsain, qu'il procède d'un alignement systématique avec les islamistes, qu'il procède d'un anti-républicanisme? Vous savez, lorsqu'on cherche la vérité, lorsqu'on pose des bonnes questions, ça gêne énormément de personnes. Parce que ces gens-là ont choisi leur camp, et malheureusement, leur camp, c'est celui des éradicateurs, c'est celui des janvieristes, c'est celui des putschistes. Et ces gens-là, donc, sont salis jusqu'à la fin des temps. Et cette question de qui tue qui, nous, on n'a absolument pas peur de la poser. C'est tout simplement pour savoir la vérité. Loin de nous, donc, le fait de nous venger ou de faire autre chose, ça, c'est pas du tout dans notre mentalité, ni dans notre religion. Et c'est juste pour savoir qui a fait quoi, pour que tout simplement cette stratégie finisse et qu'elle ne revienne plus. Mais ces gens-là qui sortent tout leur armement écrit, médiatique, etc., contre ces questions, c'est parce qu'ils se sont mouillés, ils se sont salis les mains
soit en écrivant, soit en parlant, soit en diffamant, soit en mentant sur des événements dont eux-mêmes ne connaissent absolument pas du tout la gravité et la portée. Poser la question, c'est rechercher la vérité. Alors nous, on a appris tout simplement que chercher la vérité, ce n'est pas du tout un crime. C'est ça la réalité et c'est ça la vraie vérité. Restez avec nous, M. Ouziala. J'accueille à présent Abdelwahab Bouqazouha, qui est l'un des organisateurs, sinon le principal organisateur d'une manifestation qui a eu lieu aujourd'hui à Paris pour commémorer ce tragique événement. Abdelwahab, vous êtes avec nous? Abdelwahab Bouqazouha? Oui, je suis là, oui. Merci Abdelwahab. Alors, vous êtes en pleine manifestation en ce moment. Vous deviez passer en Skype et nous transmettre des images. J'attends que les fidèles sortent de la mosquée. Ah, d'accord. Ça veut dire que vous attendez la fin de la prière pour eux? Oui. D'accord. Oui, voilà. Mais sinon, parlez-nous un peu de cette manifestation. Eh ben, c'est pour commémorer l'assassinat de Abdelbaki Sahraoui, du Cheikh Abdelbaki Sahraoui, Rabbi yarhamou, qui a été assassiné par les services algériens. Voilà, et puis ils mettent ça sur le dos du GIA, alors que le GIA leur appartient, c'est leur création, comme d'ailleurs le terrorisme, tout le terrorisme, qui a existé depuis 1992. Voilà, maintenant les fidèles ils sortent, et nous on est avec des pancartes, voilà, on dénonce cet assassinat, et on a mis que c'était le DRS qui a assassiné Cheikh Abdelbaki Sahraoui. Voilà. Mais Abdelwahab Bouqazouha, vous dites assassiné par le GIA qui appartient au DRS, ça c'est un fait quasiment acquis maintenant, plus personne n'en doute, puisque d'anciens officiers du DRS le confirment, puisque des témoignages confirment, puisque un faisceau de présomption le confirme, des preuves, des témoignages. Est-ce que ces mercenaires du DRS à Paris auraient pu commettre un tel attentat en plein Paris, à une telle heure d'affluence, en pleine prière quasiment, sans la complicité de gens qui sont pourtant censés surveiller cette mosquée 7 jours sur 7, 24 sur 24, comme nous le dit Brahim Younsi? Eh bien, exactement. Je suppose que c'était Pasqua qui était ministre en ce temps-là. Oui. Et qui a une complicité aussi des services français, parce que la mosquée était ultra surveillée, la mosquée Mira. Et il y avait deux caméras qui couvraient la rue Mira. De chaque côté de la rue Mira, il y avait une caméra. Et il y avait tout le temps, il y avait un fourgon de police qui stationnait pas loin. Et ce jour-là, comme par hasard, il n'y avait plus rien. Voilà. C'était préparé à l'avance. Son assassinat était préparé à l'avance. Abdelwahab, est-ce qu'il y a avec vous des gens, des manifestations qui souhaitent s'exprimer sur la question? Oui. Est-ce que tu veux parler? Tiens, dis un mot sur la... Allô? Oui, je vous en prie, présentez-vous et exprimez-vous. Rachid Salah. Ahlan bik. Je vous en prie. Ouais, ben moi je dis que voilà, qu'en fait c'est un crime qui a été commis par les services ou par les barbouzes, ou soi-disant c'est le GIA, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci. S'il y a d'autres personnes, sans bavure. S'il y a d'autres personnes autour de vous qui souhaitent s'exprimer. Makash, je vais vous repasser, je repasse la personne. D'accord, merci. Abdelwahab. Abdelwahab, restez avec nous. Restez avec nous. Nous revenons vers vous dans un moment. S'il y a des citoyens qui souhaitent s'exprimer sur la question, nous leur donnerons la parole. Je reviens à Brahim Younsi. Brahim Younsi. Je vous entends. Alors, Brahim Younsi, aujourd'hui, il fait presque plus de doute que des complicités de très haut niveau. Je n'accuse pas l'État français, loin de moi cette idée, ni le peuple français. Mais j'accuse comme on vient de le dire, des barbouzes, mais c'est plus que ça, des responsables, de très hauts responsables sécuritaires et politiques qui se faisaient financer par le régime algérien, qui ont mis en place un système pour que le carnage se passe à huis clos
Et même plus que ça, ils ont même couvert des crimes contre leurs propres ressortissants, comme ceux des moines de Tibhirine, comme les religieux qui ont été tués en Algérie, Monseigneur Claverie, les Pères Blancs et d'autres encore. Leurs propres compatriotes, ils ont couvert. C'était pas gratuit. Hein. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça a changé au niveau de l'État français, qu'il n'y a plus une telle connivence ou qu'elle est en train de se reproduire sous une autre forme? C'est la continuité de la connivence. La connivence ne s'est jamais arrêtée entre l'État français et l'État algérien, ou entre les services français plus précisément, plus exactement, et les services algériens. Évidemment que la connivence est encore beaucoup plus forte, si j'ose dire, qu'auparavant. Il est clair que l'État français a fermé les yeux et ne ferme pas les yeux sur les agissements criminels de services algériens seulement depuis l'assassinat de Cheikh Abdel Baqi Sahraoui. Mais en 1987, un camarade, Ali Msili, a été assassiné aussi. Et on venait de le quitter parce qu'on prenait un café avec lui. En 1987, il rentre chez lui et il se fait assassiner. Oui. Néanmoins, l'assassin se fait arrêter. Et Charles Pasqua le renvoie en Algérie. L'expulse en Algérie pour le soustraire à la justice française. Vous parlez de l'assassin de Ali Msili Rabbi Yarhamou qui a été pris et qui a été expulsé en Algérie où il coule de jours heureux, où il a reçu une grosse somme d'argent, il manquait de rien. Absolument. Oui. Il a reçu une prime. Oui. Voilà la connivence jusqu'où elle peut aller. Effectivement, on peut se poser la question de savoir, y compris sur l'État français, les autorités françaises, la justice française s'est exprimée à travers le juge Trévédic, qui fait très très bien son travail. Néanmoins, les politiques français ne se sont pas exprimés sur les nouvelles informations, les rebondissements, comme disait la presse, sur la question des moines. Aujourd'hui, il devient clair, étant donné les nouvelles analyses, les nouvelles informations que nous avons reçues sur une décapitation post-mortem des moines, cela veut dire que les services sont complices parce qu'ils ont donné une autre version que celle que le juge Trévédic vient de donner. Exactement. Mais Brahim Younsi, moi, une chose m'interpelle. Aujourd'hui, tout le monde sait que non seulement le régime algérien a mis en pratique ce fameux terrorisme pédagogique, ça veut dire l'utilisation de groupes soi-disant islamistes pour tuer des gens et les retourner contre les islamistes du fils, mais aussi que certains sécuritaires et politiciens français ont tout fait pour que les carnages se passent à huis clos, pour que l'opinion publique française n'en sache rien. Or, quel est le rôle de la presse française dans tout cela ? Et la presse française dans tout ça? À l'exception, je ne la généralise pas, parce que vous avez des journaux qui ont quand même dit un certain nombre de vérités qui ont été objectifs et où ont travaillé objectivement. C'était le cas de Libération, par exemple. Vous avez un certain nombre de journaux français qui ont, même le journal Le Monde, avait rendu compte d'un certain nombre, mis en doute beaucoup de choses. Bon, mais le gros problème, c'est, vous en avez parlé, certains intellectuels français qui ont accompagné l'éradication, qui sont même allés voir les généraux et pour faire des reportages et dire que les généraux sont en train d'écraser l'islamo-fascisme, etc. Voilà, les intellectuels français, notamment, et les politiques français, hein, le Parti socialiste, pour ne pas le nommer aussi, ont apporté un soutien inconditionnel au régime algérien. Et ils continuent de lui apporter ce soutien inconditionnel.
Oui, la preuve c'est que François Hollande, récemment, en Algérie, a déclaré tout de go très franchement, excusez-moi. Et c'est ce qui m'étonne du côté français ou du côté de ceux qui donnent des leçons de démocratie, de droits de l'homme en Algérie. Je crois que ici on n'arrête pas de parler de la présomption d'innocence. Oui. Alors accordons la présomption d'innocence aux gens. Non, en la matière, c'est plutôt procès d'intention. Et oui, et plus que ça encore, c'est la présomption de culpabilité. Oui. C'est les islamistes qui ont tué en Algérie, c'est le fils qui a tué en Algérie. Bon, d'accord, mais faisons les enquêtes à charge et à décharge. Faisons les enquêtes à charge et à décharge. C'est ça la justice. Mais le problème, c'est que, le problème, Brahim Younsi, moi personnellement, et je suis loin d'être islamiste, je le rappelle juste pour la forme, hein, pour qu'on ne pense pas que je suis en train de défendre une cause en particulier. Mais j'ai des amis islamistes, je ne m'en cache pas, qui sont d'un très haut niveau, des leaders du FIS notamment, qui tous disent la même chose. Ils disent, nous sommes prêts à être jugés, nous sommes prêts à répondre devant une justice impartiale, mais à la seule condition, c'est que tout le monde soit jugé et que de vrais dossiers soient ouverts et que toute la vérité soit faite de façon transparente. Or, en face, sur l'autre trottoir, il n'en est pas question. Si vous permettez, je vais un peu... Bon, je suis l'auteur de la question de qui tue qui, que j'avais posée en 1995 à la place de la République. Pour dire, pour qu'ils nous disent, dans ce pays, qui tue qui. Depuis 1995. Et effectivement, c'est cette question qui se pose encore aujourd'hui. Qui a tué qui? C'est très facile de dire, voilà, c'est les islamistes qui ont tué. On ne dit pas qu'ils n'ont pas tué. On dit, il faut nous dire qui ils ont tué. Mais de dire aussi, j'allais dire, l'essentiel du grand nombre des victimes, ce sont celles des victimes qu'ont faites les services de renseignement. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, c'est là. Raisonnons par l'absurde. Raisonnons. On parle d'un bilan de 300 000 morts. Oui, c'est ce qu'on dit. Comment des groupes armés peuvent faire 200 à 300 000 morts? Où était l'État? Où était cette armée? Ça veut dire que cet État est incapable de protéger son peuple. Oui. C'est impensable. C'est impensable. On ne peut pas penser qu'un État puisse laisser sa population être massacrée de la façon dont elle a été massacrée. C'est impensable. Aucun État au monde ne peut laisser comme ça une population se faire massacrer. Où était cet État? Restez avec nous, Brahim Younsi, jusqu'à la fin de l'émission. Massoud Ouziala, est-ce que vous avez l'espoir que la vérité, toute la vérité, pourra se faire un jour? Inch'Allah. Nous, on espère toujours que la vérité éclatera un jour. Et ce n'est que cette vérité qui sera la vraie réconciliation entre les Algériens. Parce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est de la poudre aux yeux, c'est du cache-cache, c'est pour cacher la vérité. Et malheureusement, je dois dire, ils sont en train de mourir les uns après les autres. On n'aura pas notre justice peut-être ici devant nous. Inch'Allah, dans l'au-delà, tout le monde aura sa justice. Mais nous, on voudrait que ça soit réglé ici, au moins pour les générations futures, pour que ce pays se remette en marche et avance avec des bonnes choses. Monsieur Brahim Younsi parlait de l'absence de l'État, de comment on peut tuer des gens alors que l'État n'est pas là. Moi, je ne le rappelle pas, je suis tout à fait d'accord avec lui, je rappelle juste les faits actuels de Ghardaya, où des gens meurent, puis au-dessus de tout le monde sans que personne ne bouge. C'est un drame et c'est une catastrophe. Donc, si vous voulez, la réflexion de cet État qui ne pense qu'à lui-même, il n'a absolument rien à faire de sa population. C'est pas du tout une nouveauté, hein, donc ça continue pareil. Et tant qu'il n'y aura pas
cette justice, tant qu'il n'y aura pas cette vérité réelle, tant qu'il n'y aura pas les jugements réels, à ce moment-là, on ne pourra jamais avancer. Et nous, on espère qu'un jour, tout ceci sera mis à plat et on pourra enfin avancer. Parce Mais, M. Douziala, est-ce que vous espérez seulement ou est-ce que vous agissez pour que cela soit, pour que cela arrive? Nous, dans tout ce qu'on fait tous les jours, dans cette émission, par exemple, on est en train d'agir pour susciter des vocations et pour pousser les gens à parler, à venir témoigner et à dire ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, etc. Et ce n'est que lorsque la majorité parleront. Depuis déjà l'année 2000, tous les militaires, les ex-transfuges de la militaires qui sont partout en Europe et dans le monde parlent de ce qu'ils ont fait. C'est déjà des vérités et donc de plus en plus, tout le monde sait réellement ce qui s'est passé. Mais il faut absolument que ce soit beaucoup plus général, beaucoup plus important et que ça vienne du sommet de l'État pour que tout soit couvert, pour que tout soit dévoilé et qu'on puisse avancer par la suite. M. Douziala, je vais vous poser une question un peu dérangeante. Est-ce qu'à votre avis, le fils n'a pas commis une grave erreur en ne dénonçant pas de façon radicale et franche et ouverte toute violence, même si elle était légitime? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler comme violence légitime, mais je pense que... Je veux dire, le fils, à un certain moment, considérait qu'il avait été privé de la victoire que lui avait donnée le peuple algérien et que, par conséquent, il avait le devoir de se battre pour recouvrer cette victoire que lui avait donnée le peuple. Or, il s'est avéré que cela a servi le régime, que cette violence a été instrumentée de façon à la retourner contre le peuple algérien et que finalement, le fils n'a pas obtenu gain de cause et que, d'une certaine manière, il a participé aussi, à sa manière, à ce qui est arrivé. Monsieur Djamel, il n'y a pas eu que le coup d'État, parce que s'il n'y avait eu que le coup d'État, ça aurait été peut-être une affaire politique. Mais il y a eu tout ce qui a suivi, toutes les camps du Sud, il y a eu toutes les exactions qui ont été commises par les services de sécurité contre le peuple algérien. Et moi, personnellement, j'ai été pendant 4 ans dans les camps du Sud et je peux vous dire qu'il n'y avait pas que des militants du fils. Il y avait parmi nous des gens qui n'avaient absolument rien à faire avec le fils. C'était vraiment lorsque le peuple est agressé de cette manière, une des réponses, mais bien sûr que c'est la violence, parce qu'il répond à une violence qui est encore beaucoup plus importante. Et donc, par la suite, lorsque tout s'embrase et lorsque la roue commence à tourner et que ça va dans tous les sens, il est très difficile de faire atteindre les choses. Mais bien sûr, on peut dire que le fils a participé, oui, mais il a participé, lui, parce qu'il a gagné à des élections, il a été élu par le peuple. Et lorsque il a été donc complètement mis hors champ par les putschistes, eh bien, une certaine catégorie de gens qui appartenaient au fils ou qui étaient de la mouvance du fils ont pris leurs responsabilités pour répondre aux agressions des militaires algériens. On peut dire que lorsqu'on regarde l'histoire, tous les procès qui ont eu lieu, prenez l'exemple de ce qui s'est passé à l'aéroport d'Al-Beda, le scénario qui a été fait là-bas. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, M. Lascri, après 22 ans, est toujours en prison pour un fait pour lequel il est reconnu n'a pas avoir commis une infraction contre le peuple algérien. Il ne fait même pas partie, il n'a même pas été touché par la réconciliation alors qu'il devait l'être. Tout ça, c'est la politique qui se mêle à la justice et qui condamne complètement la justice en Algérie et qui fait que tout se sclérose et rien n'avance en Algérie. C'est lorsque toutes les institutions du pays fonctionneront normalement, je ne dis pas d'une manière excellente, mais je dis normalement, à ce moment-là, on pourra peut-être avancer. Et le fils, s'il a commis des erreurs ou s'il a commis même des fautes, eh bien qu'on soit jugé. Nous, on est absolument tout à fait d'accord d'être jugé. Moi, personnellement, bien sûr, mais je pense que vous entendrez ça de la part de tous les militants du fils. On est prêt à répondre de nos actes si on est devant une justice,
saine, sereine, droite, juste. Voilà. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Abdelwahab Boukzouha, vous êtes toujours au milieu de la manifestation? Oui. Alors, dites-nous comment ça se passe. Est-ce que les gens sont en train de parler, de s'exprimer? Non, les gens, ils ont commenté entre eux, et ils se sont intéressés et ils nous ont posé des questions sur Cheikh Abdel Baqi Sahraoui, parce qu'en majorité, c'est des jeunes. Oui. Voilà, donc on leur a expliqué, Cheikh Allah yarhamou, quel rôle il avait dans la fondation du Fils, qu'il était un imam dans cette mosquée Mira, et qu'il était sollicité aussi par toutes les mosquées de Paris pour faire les prêches du vendredi. On venait en invité, et c'est ce qu'il faisait. Et il était très apprécié par les fidèles ici à Paris. Abdelwahab Boukzouha, Abdelwahab, Cheikh Abdel Baqi Sahraoui était connu pour ses appels à une solution pacifique et politique. Absolument, absolument. Il a toujours dénoncé les crimes, les attentats qui se passaient à Alger. Toujours. Il n'a pas failli. Il a toujours dénoncé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été tué. Voilà. D'accord. Et la personne, Ahmed Omar, le monsieur. Ahmed Omar, oui. C'était une personne, c'était un fidèle parmi les fidèles qui avait attrapé, maîtrisé le tueur, celui qui a tué Abdel Baqi Sahraoui. Mais malheureusement, quand il l'avait enlacé, il criait « ça y est, je l'ai arrêté, je l'ai arrêté ». Et il y avait un autre des services qui est venu par derrière, qui lui a tiré une balle dans la tête. En fait, ils étaient trois. Et il y en avait un dehors qui faisait la couverture. Après, ils sont partis tranquilles. Voilà, ils ont arrêté une femme qui conduisait une voiture, et ils lui ont pris la voiture. Après, ils ont abandonné la voiture. Et tout ça, ça s'est passé dans le quartier de Barbès. C'est incroyable. C'est de la science-fiction. Mais est-ce que vous avez eu des informations sur ces tueurs? Est-ce qu'ils n'ont pas été identifiés? Est-ce qu'ils n'ont pas je crois même qu'il y a eu une histoire dans l'affaire Kelkal, il me semble. Oui, absolument. J'ai été moi-même à la brigade criminelle il y a une dizaine d'années pour savoir où en était justement le dossier du Cheikh Abdel Baqi Sahraoui Rabbi yarhamou. Eh bien, ils m'ont dit que l'enquête suivait son cours. Et puis finalement, ils ont imputé l'assassinat à Khalid Khalqal en disant que le fusil à pompe qu'ils avaient récupéré était l'arme qui a tué, alors que c'est faux, que ça n'a aucun lien avec Khalid Khalqal et les gens qui étaient avec Khalid Khalqal. Et vous allez continuer à exiger que la vérité se fasse? Oui, justement, les banderoles disent ça. On demande la vérité et la justice. Et pour toutes les victimes, pas seulement pour Abdel Baqi Sahraoui. Et mes pensées vont aussi aux victimes de Gherdaya. Voilà. Abdelwahab Boukzouha, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas d'alerter les opinions publiques occidentales qui sont maintenues dans la plus totale ignorance de ces événements et de ces manipulations? Vous avez raison, et je pense qu'on va faire quelque chose en direction du Parlement européen et puis de l'ONU. On verra bien. Très bien. Ce crime ne doit pas rester impuni. Très bien, Abdelwahab Boukzouha, merci infiniment. Merci Ibrahim Younsi, merci Masoud Ouziala, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Salam alaikum, bqaw ala khair. Slama.